Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information dont voici les titres. Le ministre du Travail, à l'heure du 10e anniversaire de l'instauration de l'assurance maladie universelle, a fait un discours que vous entendrez dans ce journal. Dans l'actualité internationale, le nouveau gouvernement en Syrie commence à mettre en place sa politique. C'était le titre Place au développement et nous entamons ce journal par la célébration du 10e anniversaire de l'assurance universelle maladie. 10 années se sont écoulées depuis la mise en œuvre de cette politique et plus de 40% de la population en bénéficie aujourd'hui. Un chiffre qui, au-delà des statistiques, témoigne des vies transformées, des familles libérées du poids de la maladie des enfants qui grandissent en meilleure santé. Le ministre n'a pas manqué de rappeler que 1793 évacuations sanitaires réalisées à l'étranger illustrent le succès tangible de l'assurance maladie universelle malgré ses avancées. De nombreuses familles, notamment celles du secteur informel, demeurent sans protection. Il a ainsi appelé à une mobilisation collective pour inclure ces populations vulnérables dans le système de santé, affirmant que l'inclusion n'est pas une option, mais une obligation morale. Et à cet effet, je vous propose de suivre la première partie de son intervention. Chers compatriotes, aujourd'hui, je m'adresse à vous pour célébrer une décennie d'une réforme de grande envergure qui dépasse de loin les chiffres et les prévisions. 10 ans après la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle insufflée par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, nous célébrons une vision, un idéal, mais aussi et surtout un engagement profond, celui de garantir à chaque citoyen, sans distinction, l'accès aux soins. Cette réforme était une promesse, un espoir, une promesse que personne dans notre pays, quelle que soit sa situation, ne serait laissé de côté face à la maladie, à la douleur, à l'incertitude du lendemain. Nous pouvons affirmer avec fierté aujourd'hui que grâce à la volonté ferme du chef de l'État, c'est une promesse tenue. En 10 ans, l'AMI a changé le visage de notre nation. Aujourd'hui, plus de 40% de nos compatriotes bénéficient de la couverture maladie universelle. Derrière ces chiffres, ce sont des vies transformées, des familles soulagées, des enfants qui peuvent grandir en bonne santé et des femmes qui peuvent donner naissance en toute sécurité. Nous avons également construit un réseau solide de professionnels avec 27 établissements de santé conventionnés, un client des laboratoires et des cliniques pour offrir à tous des soins de qualité proches de chez eux. Et pour ceux dont la pathologie nécessite des traitements avancés à l'étranger, c'est plus de 1793 évacuations sanitaires qui ont pu être effectuées. Ces évacuations ne sont pas de simples chiffres, ce sont des vies sauvées. Ce sont des mères, des pères, des enfants qui ont pu recouvrer la santé et retrouver leur foyer en toute sécurité. Par ailleurs, les désagréments qu'occasionnent pour les malades des examens inutilement répétés ainsi que les coûts associés peuvent être évités. Nous devrons donc apprendre à lutter contre le gaspillage induit par le nomadisme médical. Les progrès scientifiques et techniques bouleversent l'exercice médical. Chaque jour offre de nouveaux espoirs de les faire reculer, les souffrances et les handicaps. Cependant, ces progrès ont un coût toujours plus élevé. Pour les rendre accessibles à tous, nous devons être vigilants et mieux allouer nos ressources. Nous allons sans plus attendre généraliser les outils de maîtrise médicalisée des dépenses. La loi le prévoit.
La première étude actuariale de la branche maladie sera lancée dès janvier 2025 et aboutira à un changement paramétrique qui fixera les équilibrages nécessaires à la pérennité de notre système d'assurance maladie. La santé n'a pas de prix, mais elle a aussi un coût. Dans le second volet de son intervention, le ministre du Travail a abordé la nécessité d'une gestion rigoureuse des ressources à cet égard, une première étude actuarielle de la branche maladie est prévue pour janvier 2025 visant à assurer la pérennité de ce système. Réécoutons ensemble le ministre. Dans un monde en perpétuelle mutation, pour conserver nos acquis, nous devons changer nous aussi. Un haut niveau de protection sociale ne peut être le fruit que d'un engagement collectif. Gardons-nous de la tentation de chacun pour soi. Elle est mauvaise conseillère. Les chacun pour soi se retournent toujours contre les plus vulnérables. Parce que leur travail ne suffit pas à les protéger, parce que leur épargne est trop modeste, parce qu'ils ont besoin plus que les autres de la solidarité nationale. L'esprit de responsabilité et de solidarité est au cœur de l'engagement citoyen, comme l'a souvent rappelé le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Aujourd'hui, la sécurité sociale et la solidarité sont confrontées à un même enjeu. Rejeter les préjugés catégoriels, les conflits intergénérations et les oppositions d'intérêts entre secteurs d'activité. Face à cet enjeu d'intérêt général, l'assurance maladie universelle est bien plus qu'un simple mécanisme de financement des soins. Elle est une réaffirmation de nos valeurs en tant que nation. Elle dit haut et fort que la santé est un droit fondamental et non un privilège. Ensemble, nous avons parcouru un long chemin, mais ce chemin n'aurait jamais été possible sans vous. Vous, professionnels de santé, qui vous dévouez corps et âme pour soigner et accompagner, vous, partenaires et institutions qui soutenez ces systèmes avec rigueur et ambition, et vous, citoyens, qui avez placé votre confiance dans ces projets et contribué à les faire vivre. Et comme le dit l'adage, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Je vais aujourd'hui devant vous réaffirmer mon engagement en tant que ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Nous continuerons à renforcer ce système, à l'étendre, à l'améliorer pour qu'il devienne pleinement universel. Ce combat est le nôtre, il est loin d'être terminé. Chers compatriotes, ce jour est un jour spécial de célébration, mais aussi de promesses. Ensemble, continuons à partir un Djibouti où chacun, où qu'il soit, a accès à des soins de qualité. Un Djibouti où la santé n'est plus une source d'inquiétude, mais une source de sérénité. Ensemble, continuons d'honorer cette promesse du président de la République en les transformant en une réalité durable. Je vous en remercie de votre attention. À l'Assemblée nationale, cette fois, dans le cadre de son analyse du projet de loi de finances initiale pour l'exercice de l'année 2025, la Commission de l'économie générale des finances et du plan a tenu sa 3e réunion de travail en ce lundi 23 décembre. Cette séance conduite par l'honorable Moussa Charmak Moussaré, président de la Commission, a vu la participation de nombreux députés et s'est déroulée en présence notamment des ministres, accompagnés des principaux responsables de leur département. Outre la commission a débuté par des auditions des départements ministériels et a invité à cette fin les ministres des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Environnement et de la secrétaire d'État chargée des investissements, Madame Sofia Mohamed Ali. Au terme de cette assise particulière, chargée et constructive, la commission prévoit également de poursuivre l'analyse de la loi de finances et ses auditions dans la journée de mercredi 25 décembre avec les interventions projetées de 3 autres ministères.
Et concernant notre satellite, notre nanosatellite, quelques heures également après son lancement réussi, notre deuxième nanosatellite djiboutien intitulé donc MB, depuis la base spéciale de Vandenberg en Californie, la station Sol du Centre d'études et de recherche de Djibouti a capté les premiers signaux émis par le satellite, une étape cruciale qui confirme le bon fonctionnement de notre nanosatellite en orbite. Dans le reste de l'actualité, il y a cette prestation de serment. Maître Virna Rizzo a prêté serment ce matin en qualité d'avocat devant la première présidente de la Cour d'appel, Madame Nim'a Ali Wersama. La cérémonie de prestation des serments s'est tenue dans la salle d'audience numéro 3 du palais de justice. Était présent sur place le président de la Cour suprême, des juges de la haute cour, des membres des familles respectives, des ténors du barreau. Maître Virna Rizzo a prêté serment d'accomplir sa profession d'avocat en République de Djibouti avec le respect du droit et le secret de la profession d'avocat. Dans le reste de l'actualité, nous allons à Obok pour parler de la Semaine nationale de la langue arabe qui a été célébrée dans cette région lors d'une grande cérémonie qui a vu la présence des autorités locales et de nombreux partenaires. Samatar Saïd nous en dit plus. La région d'Ombok a célébré avec éclat la Semaine nationale de la langue arabe lors d'une grande cérémonie qui s'est déroulée en présence des principales autorités locales et de nombreux partenaires. Ont honoré de leur présence le préfet de la région d'Ombok, Moussa Aden Migani, le président par intérim du conseil régional, Ahmed Ali Cher, le chef des services régional du MENFOB, Abdelkader Hussein. Cette journée a rassemblé toutes les institutions éducatives de la région, notamment les écoles primaires, les collèges, les lycées généraux, les lycées techniques, les écoles pour réfugiés de Markazi, les écoles d'Al-Rahma, ainsi que les écoles Muntada. La cérémonie a débuté par l'hymne national, interprété avec enthousiasme par les élèves suivis des récitations poétiques en arabe, des sketchs éducatifs, diverses prestations culturelles, mettant en avant et en valeur la richesse de la langue arabe. Dans leurs discours respectifs, le préfet et le président par intérim du conseil régional et le chef des services régional par intérim ont souligné l'importance capitale de la langue arabe en tant que pilier de l'identité nationale et culturelle, tout en mettant en lumière son rôle de l'éducation à la transmission des valeurs universelles. Cette célébration a été une réussite grâce à l'engagement collectif des établissements scolaires, des enseignants, des élèves et des partenaires, témoignant de l'attachement de la région d'Obok à la promotion et à la valorisation de la langue arabe. Dans son intervention, le préfet de la région de Bok, M. Moussa Aden Migane, a souligné l'importance capitale de la langue arabe en tant que pilier de l'identité nationale. La contribution de la langue arabe dans l'humanité d'aujourd'hui est immense, que ce soit dans le domaine de la culture, de la civilisation, dans les domaines des mathématiques, des sciences et de l'astronomie. On n'en parle pas assez. Alors, mon message aujourd'hui est destiné aux enseignants de l'enseignement de base, du moyen et du secondaire, de vulgariser cette notion, de vulgariser, comme l'a bien dit le directeur général Hamdou, la contribution de la langue arabe dans la civilisation contemporaine. Il faut en citer, il faut en parler. Nous connaissons beaucoup Arthur Rimbaud, mais nos élèves ne connaissent pas donc l'explorateur Ibn Battuta. On ne parle pas assez et ça c'est dommage. Je sais que les élèves sont là. Alors je vous dis bonne fête et bonne célébration de la langue arabe. Merci. Le douane Zakat a lancé la distribution de la deuxième tranche de prise en charge des orphelins pour cette année 2024 dans la région d'Arta. Pour plus de précisions sur cet engagement humanitaire, suivant ce commentaire de Samater Saïd. Dans le cadre de son engagement humanitaire profond envers les segments les plus vulnérables de la société, la Fondation Diwan Al-Zaka a lancé hier les opérations de distribution de la deuxième tranche de parrainage des orphelins ou Rafala pour l'année 2024 à partir de la région d'Arta.
Une délégation du Diwan dirigée par le chef des services de parrainage des orphelins, Aden Hussein Aden, s'est rendue dans le chef-lieu de la région. L'événement a été marqué par une présence officielle importante, en particulier celle du préfet adjoint, Mohamed Fouzi, vice-président du conseil régional d'Arta, ainsi que des tuteurs des orphelins qui ont exprimé leur gratitude pour cette noble initiative. Ainsi, 60 orphelins ont reçu chacun une somme de 15 000 francs dans le cadre des efforts continus du Diwan al-Zaka pour soutenir et améliorer les conditions de vie de cette catégorie sociale particulièrement vulnérable. Le chef des services des parrainages des orphelins a souligné l'importance capitale du projet de prise en charge des orphelins, précisant que le Diwan finance ces initiatives grâce aux contributions des commerçants et des personnes aisées, incarnant ainsi le principe de solidarité sociale. M. Aden Hussein Aden a ajouté que parmi les principaux programmes de la Fondation Diwan al-Zaka figure la prise en charge des orphelins, ou un soutien financier récurrent est fourni aux enfants orphelins afin de garantir la satisfaction de leurs besoins essentiels tels que l'éducation et les soins de santé. Cette initiative ne se limite pas seulement aux aspects matériels, elle vise également à habiliter les orphelins et à les intégrer dans la société. Nous adressons nos sincères remerciements à Tildine, à nos profondes reconnaissances aux autorités locales de la ville d'Arta pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité, a-t-il indiqué. Et pour sa part, la vice-présidente du conseil régional, Madame Filsen Elmi, a salué les efforts du Diwan al-Zakat, le considérant comme l'une des institutions vitales jouant un rôle central dans la réalisation de la solidarité sociale et dans la promotion de la justice. Elle a souligné que son travail repose sur les valeurs islamiques qui encouragent la solidarité et l'aide aux groupes les plus vulnérables de la société. C'est ce qui fait de lui une institution de premier plan dans le soutien aux personnes dans le besoin. Nous allons à Tadjoura cette fois. Depuis quelques jours, les Tadjouriens vivent au rythme des préparatifs fastidieux du festival culturel qui vient de débuter avec l'acheminement des premiers matériels lourds par le ferry, mais aussi par voie routière. Organisé par l'association Tekem Tarago, avec le précieux parrainage du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ces préparatifs vont bon train grâce à une organisation minutieuse et un engagement collectif pour faire briller cette deuxième édition du festival prévue le 26, 27, 28 décembre. À noter l'appui logistique des forces armées djiboutiennes, de la gendarmerie, de la garde-côte qui prête main forte en mobilisant d'importants moyens de transport de ces matériels, impliquant toutes les forces vives de la ville blanche, la préfecture, le conseil régional de Tadjoura, ont également programmé une journée Tadjoura propre pour le nettoyage et l'embellissement des sites actuels à J-4 du lancement de ce festival. Nous avons déjà commencé à monter les podiums et l'estrade. Les autres matériels aussi sont en cours d'acheminement. La population de Tadjoura est toute mobilisée pour ce festival. Ça va être un festival d'envergure. Ça va être encore plus jovial que la première édition. Et cette deuxième édition, nous attendons plusieurs délégations. Donc ça va être une communion de toute la région au nom de la culture, au nom de notre tradition. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. En Syrie, la diplomatie syrienne a désormais un visage. Le nouveau gouvernement commence à se mettre en place avec 2 ministres. En Syrie, le nouveau gouvernement commence à se mettre en place avec 2 ministres, alors que la première délégation étrangère s'empresse à Damas, une semaine à peine après la nomination de Mohamed al-Bashir au poste de Premier ministre de la transition en Syrie. Les nouvelles autorités viennent de nommer 2 ministres au poste stratégique des affaires étrangères et de la défense. La diplomatie syrienne et la défense ont désormais un visage, celui d'Assad Hassan al-Shibani, nommé samedi 21 décembre à la tête du ministère des Affaires étrangères, et celui de Mourhaf à la défense. Et au moins 7 Palestiniens de plus ont perdu la vie à Gaza dans un raid israélien. Mais Mohamed nous en dit plus. Au moins 7 Palestiniens ont été tués et plusieurs blessés dans une frappe aérienne israélienne ce dimanche contre des tentes de personnes déplacées dans une zone du sud de Gaza, précédemment désignée comme zone sûre par l'armée. Des sources médicales ont déclaré à Anadoul que la frappe avait mis le feu aux tentes, faisant de victimes alors que des équipes médicales continuaient de s'occuper des blessés. Depuis le début de l'offensive contre Gaza, Israël a systématiquement ciblé des installations civiles, notamment des écoles, des hôpitaux et des lieux de culte
culte, affirmant à chaque fois, souvent sans preuve. Israël a violé toutes les règles de la guerre dans la bande de Gaza assiégée, a déclaré le commissaire général de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.